Bonjour à tous. Alors d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre ADN, on a 100% du capital qui est détenu par les associés. Ça nous donne vraiment l'indépendance dans nos choix et la mise en œuvre auprès de nos clients. Optigestion et ses clients ont des intérêts alignés, c'est-à-dire que nous faisons pour vous ce que nous faisons pour nous et on partage ensemble parfois les bonnes histoires, des histoires moins bien parfois aussi, mais cette année, on a par exemple l'or qui a très très bien fonctionné, on a les fonds européens, actions européennes qui ont bien fonctionné aussi. On s'intéresse beaucoup aux changements structurels. Les changements structurels, c'est des changements qui ont des impacts à 10 ans à peu près, entre 3 et 10 ans. Et donc tout le travail que nous faisons avec les équipes de recherche, c'est de repérer ces grands changements structurels. Ce qui nous oblige bien évidemment à aller au-delà du cadre français. Comme vous le savez, le cadre français prend un virage un peu inquiétant, notamment dans la notation du pays. Et donc on s'intéresse beaucoup aux États-Unis, à l'Asie et au reste de l'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne. Donc les changements structurels, ce sont les nouveaux usages. Et sur ces changements structurels, on va repérer les acteurs clés. Donc on a aujourd'hui à peu près un stock de 220 sociétés que l'on évalue au quotidien, à la saison des résultats aussi, tous les trimestriels. Et c'est ça notre travail de tous les jours. Voilà l'équipe. Rapidement, vous avez l'équipe de 8 gérants à gauche, les fonctions support à droite. Donc ça, c'est une équipe permanente. Donc gestion traditionnelle sur le thème d'innovation. Bill Gates disait qu'en cultivant l'innovation, on stimule la productivité, on favorise la création de valeur. On va voir que c'est les éléments au cœur de notre travail. Depuis 2001, ça, c'est l'évolution des actions mondiales. Donc ce n'est pas un marché en données, c'est les actions monde. Et pourtant, il y a eu 9 crises majeures. La bulle Internet, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient dans le marché à l'époque, ça a duré 3 ans, c'était très long. La crise des subprimes, ça a été la crise la plus importante avec l'immobilier américain. La dette grecque, le Brexit, vous vous souvenez aussi, c'est 2015. Ensuite, l'erreur de politique monétaire en décembre 2017. Crise du Covid, très importante, 2020. Le choc inflationniste à la sortie de la crise du Covid, on a eu des inflations autour de 10%. Le carry trade japonais, c'était l'été dernier. Le Trump trade, Trump prend le pouvoir et annonce le fameux jour où il a son petit panneau avec des droits de douane. Et là, le marché s'effondre. Ce que vous voyez, c'est donc des éléments de volatilité dans le marché très importants, mais retenez 9% par an depuis 20 ans. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ayez des actions, gardez-les, mais il faut avoir des actions au moins 5 ans. Il ne faut pas avoir des actions pour une période inférieure à 5 ans. Ça, c'est le premier message. Là, je vous ai rappelé, en 2000, les 10 premières capitalisations mondiales. On voit que Microsoft était la première capitalisation. Elle pesait 600 milliards de capi. En 2021, donc 20 ans plus tard, Microsoft est toujours en tête. On voit le travail absolument fantastique accompli par les équipes de Microsoft. Et on voit que déjà, en 21 ans, pas mal d'acteurs de l'an 2000 ne figuraient plus dans ce paysage de 2021. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que 5 ans plus tard, on voit que le classement a changé un petit peu, mais Microsoft est maintenant 4e, avec 3600 milliards, Nvidia étant la première capitalisation, devant Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon. Je lis les noms parce que vous les connaissez, je pense. Broadcom, Meta, Saudi Arabian, Tesla, TSMC. On peut juste déplorer qu'il n'y ait pas un seul Européen dans les 10 premières capitalisations. Donc là, il va falloir tout de même se poser des questions. Mais enfin, on voit que Microsoft est le seul acteur sur 25 ans à être dans les 10 premiers. Alors là, je vous ai rappelé Microsoft, avec plein d'innovations qui sont développées en interne ou en croissance externe, les partenariats avec Skype, les jeux vidéo, le LinkedIn, on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a eu 3 innovations majeures qu'il faut avoir en tête. C'est le SaaS. Le SaaS, c'est la location du logiciel. Ça permet de projeter les revenus pendant des années
au lieu de vendre le logiciel une fois, vous le louez à votre client. Ça, c'est une révolution fantastique. La deuxième invention, c'est Azure, le cloud. Alors le cloud, c'est les données. Vous louez un espace, vous pouvez avoir un espace très gigantesque. Microsoft a mis au point 400 data centers dans le monde pour pouvoir servir les clients Azure. La guerre est féroce parce que le cloud, vous avez Amazon avec AWS qui est leader, Microsoft qui est le numéro 2, qui a le plus fort taux de croissance. Donc, ça a été communiqué au dernier trimestre. Et vous avez Google, donc vous voyez les 3 acteurs majeurs pour animer le cloud. Et le cloud est d'autant plus important que maintenant, on a l'intelligence artificielle qui requiert énormément de puissance de calcul qu'on ne peut plus mettre en local et qu'il faut avoir dans le cloud. Microsoft a investi, 3e innovation majeure, dans OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est une invention incroyable. Ça, c'est le cours de bourse. Alors, voilà le chiffre d'affaires de Microsoft. Vous voyez une progression quasi permanente. Là, on est sur 5 ans, mais j'aurais pu le montrer sur plus long. Donc, ce qu'on aime beaucoup chez Microsoft, c'est la qualité de la croissance qui ne se fait pas au détriment de la rentabilité, bien au contraire. Les deux marchent ensemble. Vous avez donc un PE qui fait que malgré l'augmentation du cours de bourse, vous avez un PE qui est autour de 28, qui est dans les normes historiques actuellement. Alors ça, c'est très intéressant. On ne fait pas, nous, la prévision financière du cours de bourse dans 12 mois. On s'appuie sur le consensus. Il y a 55 banques d'affaires qui font le consensus de Microsoft. Vous voyez que le cours de bourse, le consensus, a fortement progressé depuis quelques 3-4 mois. C'est notamment l'action. Ça a été assez rassurant pour le marché de voir l'action sur Azure avec une progression de 32%. C'était important. Donc l'objectif de cours est à $630. On a vu que le cours de bourse était autour de 474. Donc il y a un upside de 30%. Donc on est acheteur du dossier. Donc actuellement, si vous n'en avez pas ou pas suffisamment, vous pouvez continuer à acheter du Microsoft. En tout cas, chez nous, c'est la 2e position dans nos fonds. Donc la première position étant Nvidia cette année, mais la 2e étant Microsoft. Vous l'aurez compris, pourquoi on investit dans Microsoft et pourquoi on reste, et on restera pour l'instant, investi dans Microsoft. Maintenant, je vais essayer de vous faire comprendre comment marche l'écosystème de l'IA et tout ce qui se passe autour de cet écosystème. Tout va plus vite, et notamment le taux d'adoption. Si je prends l'exemple du taux d'adoption pour 1 million d'utilisateurs, Netflix a mis 3 ans et demi, Facebook a mis 10 mois, Spotify a mis 5 mois, Instagram a mis 2,5 mois, et ChatGPT a mis 5 jours. Sauf que ChatGPT a mis 2 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est à peu près 1 milliard d'utilisateurs et 2,5 milliards de prompts par jour. Ça vous montre qu'aujourd'hui, tout va plus vite, on a un accès qui est beaucoup plus rapide et un taux d'utilisation et surtout d'adoption qui est de plus en plus gigantesque. On a besoin d'une puissance de calcul gigantesque. Tout d'abord, quand vous faites une requête dans ChatGPT, on a besoin des acteurs du cloud. Les acteurs du cloud, c'est Amazon, Google et Microsoft. Vous entendez énormément en ce moment ces fameux CAPEX qui sont investis par Amazon, Microsoft, Google. Bon, pour l'année prochaine, environ 500 milliards. On parle en trilliards sur les 5 années à venir, mais c'est à peu près les ordres d'idées. Pourquoi ils investissent autant? Parce qu'ils ont besoin de cette puissance de calcul qui sont dans les data centers pour pouvoir vous répondre assez rapidement et pour pouvoir absorber ces fameux 2,5 milliards de prompts par jour qui seront sûrement à 10 milliards dans quelques années. Vous avez entendu, et ça fait 3-4 ans qu'on en parle, Nvidia, Broadcom. Eux, c'est ceux qui font les puces qui donnent cette puissance. Le data center étant le cœur de cette puissance, ils ont besoin vraiment de muscles. Et les gros muscles, c'est Nvidia qui les a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'Nvidia est énormément présent dans les data centers. Ils ont cette fameuse puce qui permet d'accepter autant de puissance. Broadcom étant le concurrent qui commence à arriver. On l'a vu il y a 2-3 jours où Google a annoncé qu'ils étaient capables de faire une puce, alors pas l'équivalent d'Nvidia, mais qu'ils étaient capables de faire une puce comme un GPU, si on parle techniquement. Et ça, c'est Broadcom qui l'a fait pour eux. Ensuite, quand on a eu cette puissance,
on a besoin de les brancher, ces data centers, et d'avoir une infrastructure. Et là, on va avoir une société comme Arista ou Cisco qui revient sur le devant de la scène. Eux, c'est vraiment ces fameux branchements entre les data centers. Ensuite, il va falloir les nourrir en électricité. Il faut bien qu'ils aient de l'énergie aujourd'hui. Là, on a des sociétés aux États-Unis comme Vistra, Constellation Brands, qui sont des sociétés qui produisent de l'électricité, et notamment nucléaire, et qui, eux, c'est un peu plus simple aux États-Unis qu'en Europe, ils sont un peu moins réglementés. Google, Microsoft, Amazon ont déjà des contrats en direct avec ces fournisseurs d'énergie pour être sûrs de pouvoir alimenter leur data center. Et après, on a tout ce qui va être transformateur. Donc là, on a des sociétés comme Siemens, Eaton, même Caterpillar revient sur le devant de la scène sur ces sujets-là. Et enfin, on a une société européenne, qui est Schneider Electric, qui, elle, est très aussi investie dans tout ce qui va être branchement du data center et cette connexion électrique. Bon, bien sûr, si on les branche en électricité, tout ça, ça chauffe. Il faut des sociétés pour refroidir ces data centers. Là, on a des sociétés comme SPX, et notamment Vertiv, qui est vraiment le leader dans cet écosystème. Quand on a fait tout cet écosystème hardware, il faut les protéger. Et là, il va y avoir un vrai sujet sur la cybersécurité. On est en plein dedans. Et là, on a des sociétés comme Palo Alto, qui peut être un peu critiqué sur sa valorisation, et CrowdStrike. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est 12 000 data centers, seulement 12 000, dans le monde. Et il n'y en a que 1500 qui sont capables de faire de l'IA et qui sont ces fameux hyperscalers. C'est pour ça que c'est vraiment important de continuer à investir pour ces sociétés qui sont Amazon, Microsoft, Google. Parce que au vu de la vitesse du temps d'adoption qui se raccourcit de plus en plus et de ces prompts qui se démultiplient, il faut être capable d'absorber cette puissance. Alors 2-3 petits fun facts sur notamment la consommation électrique. Microsoft et Google, c'est 48 TWh par an, c'est l'équivalent de la consommation de New York. Le dernier data center signé par Meta, Facebook, il fait la taille de Manhattan. Ça vous montre un petit peu les engagements financiers qui y sont pris. Quels sont les grands thèmes qui nous intéressent, notamment autour de l'IA? On va avoir besoin encore de créer de nouveaux data centers et surtout ces data centers liés à l'IA. Ensuite, on va avoir ces fameuses ressources du data center. Bien entendu, si on construit, il faut les brancher et il faut les alimenter. Donc ça, on continue à investir dans cette société-là. Il y a bien entendu le maintien de la digitalisation de l'économie. On n'a pas fini encore, vous l'avez bien vu, tous les serveurs sont partis dans le cloud, mais maintenant, il faut qu'on utilise encore plus le cloud avec l'IA qui rentre et tout ce qui s'ensuit. Et là, on pense vraiment qu'il y a encore une profondeur de marché qui est assez intéressante. Et enfin, on a une émergence qui arrive, qui est la santé connectée. Ça, on y croit vraiment. On pense vraiment que l'IA va faire évoluer tout ce secteur-là et qui va commencer à avoir des investissements assez intéressants à faire, notamment sur les grosses sociétés cotées en bourse qui ont une rentabilité certaine. Si je parle un petit peu de la performance des fonds, sur les 3 dernières années, Optigest Monde a fait presque 50% de performance, ça revient à faire 14% par an. Optigest Patrimoine a fait 15% sur les 3 dernières années, ça fait une rentabilité annualisée de 5%. Et Optigest Europe a fait une performance de 24%, ce qui fait à peu près 7% par an.